Des vomissements, une léthargie inhabituelle, une température corporelle trop basse, puis parfois des convulsions. Ce ne sont pas simplement les symptômes d'un bébé malade, ce sont les manifestations d'une maladie génétique extrêmement rare, dont l'incidence est de l'ordre d'un cas par million de naissances. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Déborah et je décrypte pour vous les nouvelles technologies sur la santé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire très intéressante, celle de Kaji, et qui risque de changer la médecine de demain. Allez, c'est parti. Deux jours après sa naissance, un petit garçon américain nommé Kaji Muldoon reçoit un diagnostic terrible, un déficit sévère en CPS1. Alors, c'est quoi ? Le CPS1 est une enzyme essentielle au fonctionnement d'un mécanisme qui permet au foie d'éliminer l'ammoniac produit naturellement par notre organisme. Et chez Kaji, malheureusement, ce mécanisme ne fonctionne pas correctement. L'ammoniac peut alors s'accumuler dans le sang, atteindre le cerveau et provoquer des lésions neurologiques sévères, voire la mort. Pour les médecins, le problème est donc simple à résumer. Le corps de cet enfant ne possède pas correctement l'outil biologique dont il a besoin. Et il faut agir vite, très vite. Mais cette fois, les médecins vont tenter quelque chose de totalement inédit. Ils vont fabriquer un traitement spécialement pour lui. Pas pour 1000 patients, non, pas pour 100, mais pour un seul bébé. Et derrière cette histoire se cache peut-être une question qui concerne la médecine de demain. Et si, dans certains cas, le traitement pouvait être fabriqué non pas pour une maladie, mais pour une personne ? Lorsqu'une maladie génétique aussi rare est diagnostiquée chez un nouveau-né, le problème n'est pas seulement de trouver un traitement, c'est parfois de trouver un traitement qui puisse réellement correspondre à ce patient. Dans cette situation, le traitement disponible était extrêmement contraignant. L'alimentation devait être strictement contrôlée pour limiter la production d'ammoniac. Des médicaments étaient nécessaires pour aider l'organisme à éliminer l'excès d'azote. Et une transplantation du foie pouvait être envisagée, avec ses propres risques et contraintes. Mais pendant que l'enfant grandissait, une autre possibilité était en train d'être imaginée. Une possibilité qui n'existait tout simplement pas. Les médecins et les chercheurs connaissaient la variante génétique responsable du problème. Ils ont donc posé une question radicalement différente. Plutôt que de chercher un traitement existant, pourquoi ne pas en fabriquer un spécifiquement pour lui ? Il est possible que vous ayez déjà entendu parler de CRISPR, souvent présenté comme une paire de ciseaux génétiques. Mais la technologie utilisée ici est un peu plus précise. L'équipe a donc utilisé une technique appelée base editing ou édition de base. L'idée est de modifier une lettre précise de l'ADN sans provoquer la coupure complète de celui-ci, associée à certaines autres approches d'édition génétique. Dans ce cas précis, les chercheurs ont conçu un système capable de cibler la variante du gène CPS1 responsable de la maladie dans les cellules du foie. L'objectif n'était donc pas de fabriquer un traitement pour tous les patients atteints de déficit en CPS1. L'objectif était de corriger le problème génétique précis de cet enfant. Et c'est là que l'histoire devient presque difficile à croire, car il ne fallait pas simplement inventer le traitement, mais il fallait l'inventer rapidement, car pendant que les chercheurs travaillaient, la maladie, elle, n'attendait pas. Développer une thérapie génique prend normalement des années. Il faut identifier la cible, concevoir le traitement, le fabriquer, vérifier son fonctionnement
effectuer des études précliniques, puis démontrer qu'il peut être administré à un patient dans des conditions suffisamment sûres. Mais ici, les équipes n'avaient évidemment pas ce luxe, car le patient était déjà là et il grandissait avec une maladie potentiellement mortelle. Kaji était prise en charge au Children's Hospital of Philadelphia, ou CHOP, qui est un grand centre pédiatrique universitaire américain. Les médecins travaillaient avec des chercheurs de Penn Medicine, le système de santé de l'Université de Pennsylvanie. Ensemble, ils allaient devoir transformer une mutation génétique identifiée chez un bébé en un traitement qui n'existait encore nulle part. L'équipe a développé cette thérapie personnalisée en environ 6 mois. Il fallait identifier la mutation, concevoir l'éditeur génétique, mettre au point le système permettant de l'acheminer vers le foie, le produire, puis réaliser les tests nécessaires avant de pouvoir l'administrer. Pour le domaine des thérapies géniques personnalisées, cette vitesse était un des éléments les plus extraordinaires de cette histoire, car le défi n'était pas simplement scientifique, mais le défi était également de fabrication, de contrôle qualité et de réglementation. Le 25 février 2025, Kaji reçoit sa première dose. 2 autres doses suivront au cours des semaines suivantes. Pour la première fois, un traitement d'édition génétique conçu pour la variante précise d'un seul patient est administré directement dans son organisme. Et les premiers résultats sont encourageants. Après les 3 doses, il peut tolérer davantage de protéines dans son alimentation, il a besoin de moins de médicaments pour éliminer l'azote en excès, et lors de certaines infections courantes de l'enfance, son organisme semble mieux capable de maintenir son taux d'ammoniac sous contrôle. Mais il faut être très clair, ce n'est pas encore une guérison définitive, car un seul patient ne permet pas de savoir avec certitude comment cette approche se comportera sur du long terme. Kaji doit donc toujours être suivi. Et c'est peut-être ici que commence la partie la plus importante de cette histoire. Parce que fabriquer un traitement pour un enfant est une chose, mais réussir à reproduire cette approche pour d'autres enfants, c'en est une autre. Le modèle traditionnel de l'industrie pharmaceutique repose sur une logique relativement simple. On développe un traitement pour une maladie, on le teste sur un grand nombre de patients, on obtient une autorisation, puis on le produit à grande échelle. Les coûts de développement peuvent alors être répartis entre des milliers ou des millions de traitements. Mais imaginez maintenant l'inverse. Un patient possède une variante génétique extrêmement rare, on identifie cette variante, on conçoit un traitement spécifique, puis on recommence pour le patient suivant, et ainsi de suite. La question alors n'est plus de savoir est-ce qu'on peut le faire, puisque Kaji a démontré que c'était possible. La question devient alors comment peut-on faire afin que cela soit reproductible, sûr et accessible ? Et c'est là que l'histoire commence à prendre une autre dimension, car le traitement de Kaji ne fonctionne pas automatiquement chez n'importe quel autre patient. Sa conception était liée à sa variante génétique précise. Mais les chercheurs veulent désormais conserver ce qui peut l'être de cette technologie et adapter certaines parties du traitement à d'autres mutations. Dès 2025, les chercheurs préparaient un essai clinique destiné à tester cette approche chez au moins 5 autres patients. L'idée est simple, ne pas repartir de zéro à chaque fois. Et c'est une distinction essentielle, car l'avenir de cette médecine ne consiste pas à fabriquer un traitement spécifique pour chaque enfant, mais plutôt de construire une plateforme commune, afin que l'on puisse l'adapter à la mutation du patient suivant. En février 2026, la FDA, la Food and Drug Administration américaine, l'agence qui encadre notamment les médicaments et les thérapies médicales aux États-Unis, a justement proposé un nouveau cadre pour faciliter le développement de certaines thérapies individualisées destinées aux maladies ultra rares. Pour donner un repère aux Français, on peut la comparer à l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, même si les deux systèmes réglementaires ne sont pas strictement identiques.
Et quelques semaines plus tard, la FDA a également publié de nouvelles recommandations concernant l'évaluation de la sécurité des thérapies d'édition génomique, notamment le risque de modifications involontaires de l'ADN. Autrement dit, la réglementation, elle aussi, s'est mise à évoluer, ce qui était alors jusque-là impossible il y a encore quelques années. Un traitement peut être conçu pour un seul patient, tout en étant développé à partir d'une méthode qui pourrait servir à beaucoup d'autres. L'histoire de Kaji commence donc avec un bébé atteint d'une maladie extrêmement rare, un enfant pour lequel les traitements existants étaient particulièrement contraignants, et une équipe qui décide de tenter quelque chose qui n'avait encore jamais été fait. Elle identifie la mutation, conçoit un traitement, le fabrique en quelques mois et l'administre à cet enfant. Les premiers résultats sont encourageants. Mais le véritable intérêt de cette histoire ne se trouve peut-être pas uniquement dans ce qui est arrivé à Kaji, il se trouve dans ce qu'il pourrait arriver après lui. Parce que les chercheurs essaient maintenant de transformer cette expérience en méthode, une méthode qui pourrait permettre d'adapter plus rapidement des thérapies à d'autres enfants atteints de maladies génétiques ultra rares. Parce que la médecine personnalisée pourrait prendre un chemin beaucoup plus littéral qu'on l'imaginait, c'est-à-dire un traitement pour chacun. Si vous êtes un médecin, chercheur ou professionnel de santé et que vous êtes expert d'un sujet que vous aimeriez voir traité ici, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous êtes patient ou proche d'un patient atteint d'une maladie, vous pouvez également nous partager votre expérience. L'adresse mail est juste en dessous de la description. Avant de conclure, je tiens à vous dire un immense merci, en particulier à mes nouveaux abonnés qui viennent de rejoindre l'aventure. Pensez à partager cette vidéo si elle vous a plu, c'est vraiment grâce à votre soutien que la chaîne peut prendre de l'ampleur. Pour finir, je fais un petit clin d'œil à mon amie Nathalie, qui m'a rappelé la trajectoire inspirante du docteur Nicole Delépine. Son combat pour l'oncologie personnalisée résume parfaitement notre sujet. La médecine doit s'adapter au malade et non le malade au protocole. Une philosophie essentielle à garder en tête quand on pense à la médecine de demain. À bientôt pour une nouvelle histoire.